Bonjour à tous. Alors, dans la demi-heure qui va venir, nous allons vous parler de contrefaçon. Je suis Stéphanie Leguet, je travaille à l'INPI et je suis la coordinatrice du Comité national anti-contrefaçon français, qui est une instance présidée par 2 parlementaires, donc une sorte de think tank qui réfléchit pour essayer de trouver des outils pour aider les acteurs de la lutte anti-contrefaçon. Nous n'avons pas trouvé un moyen d'éradiquer le fléau, donc à tout le monde, on essaye de trouver des solutions qui vont aider l'ensemble des acteurs, que ce soit de la législation, des actions de sensibilisation, de la coopération internationale, etc. etc. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Je vais intervenir avec Yann Bazir, que je remercie pour sa présence. Et Yann, si vous voulez vous présenter un peu ce que vous faites. Bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Yann Bazir, je suis professeur de droit au CEPI, donc le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle à Strasbourg. Et donc nous travaillons en collaboration avec l'INPI dans le cadre du projet France Anti-Contrefaçon. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu la chance de pouvoir monter un numéro de Phosphore avec Bayard Presse et sur lequel nous reviendrons donc dans les minutes qui suivent. Tout à fait. Alors d'abord, je vais commencer par rappeler pourquoi on a voulu faire ce numéro de Phosphore. Parce que fin 2023, on a fait une enquête avec l'Union des fabricants, qui représente un ensemble d'entreprises françaises, avec l'IFOP, sur les consommateurs français et la contrefaçon. Et, alors ce n'était pas la première du genre, mais celle-ci nous a montré que les consommateurs français consomment de plus en plus de contrefaçon, tout âge confondu, qu'ils savent très bien où aller pour trouver, ou sur les marchés en ligne, ou sur les marchés physiques de la contrefaçon, et que même ils trouvent qu'il n'y a pas de différence entre un faux produit et un vrai produit, ce qui déjà nous posait un petit problème. Et petite lueur d'espoir par rapport à cette photographie, c'est que les plus jeunes étaient intéressés d'en apprendre un peu plus, de comprendre un peu plus ce qu'était la contrefaçon. Donc, sur cette base-là, nous avons décidé de travailler avec Bayard Presse pour créer un numéro d'un e-magazine Phosphore qui est sorti en novembre 2025, avant le Black Friday. Est-ce qu'on peut avoir la... Alors, il est disponible gratuitement en accès libre sur Internet. Donc, Yann, si vous voulez... Oui, donc l'intérêt de ce numéro, évidemment, c'était de s'adresser aux plus jeunes, donc la tranche d'âge adolescent jusqu'à 18 ans, pour présenter un petit peu les méfaits et les problématiques en lien avec la contrefaçon. Et pour débuter ce numéro, on débute par un quiz, et qui est d'ailleurs le titre quand même de notre intervention. Quiz qui permet de tester un petit peu les connaissances autour des bons réflexes en lien avec la contrefaçon, et quiz qu'on va envisager ensemble maintenant. Donc la première question, voilà, en me baladant au marché, je flash sur un sweatshirt à capuche de marque à prix tout doux. Donc 3 réponses, 0 hésitation, c'est une trop bonne affaire. Deuxième option, un peu chelou cette histoire, je passe mon tour. Et enfin, troisième option, je demande des détails au vendeur. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous dirigez vers quelle réponse ? On demande des détails au vendeur. Demande des détails au vendeur. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette réponse ? Oui, non ? On demande des détails au vendeur. Alors cliquons, on demande des détails au vendeur. Deuxième question, sur un réseau social connu, j'ai trouvé un compte qui propose des produits de marque pour 3 fois rien. Trop beau pour être vrai, sans moi. J'envoie ce bon plan à mes potes, je m'abonne direct et je rince ma famille de cadeaux. Alors, quelle est la bonne réponse à votre avis ? Quelqu'un d'autre ? Monsieur ? Allez, c'est trop beau pour être vrai. Hein. C'est trop beau pour être vrai. Allez, sans moi. Troisième question et avant-dernière. Le cousin de ma copine vend des chargeurs de portable à 2 €. Bizarre ce fil qui dépasse. Bien vu, je perds toujours les miens. Ou alors, tomber du camion, tu dis. Alors, on se prononce. Monsieur.
Bizarre ce fil qui dépasse. Bizarre ce fil qui dépasse. Et enfin, dernière question. Il y a un gros match de MMA à la Maison Blanche, mais je ne suis pas abonné à la plateforme qui le diffuse. Première réponse, je crois que les VPN ne sont pas tout à fait interdits par la loi. Je vais mater ça via un site de streaming étranger. Et enfin, je regarderai le best-of sur la plateforme officielle demain. Alors, quelle réponse? Ah, madame, la 3. Tout le monde est d'accord pour la 3. Allez, parti pour la 3. Bon, pas mal. Tes intuitions sont bonnes. Alors, même si j'ai une petite réserve quand même sur la toute première question et la première réponse, je pense qu'on ne va pas demander de conseils aux vendeurs, on va partir. Vous avez trop confiance. Voilà, purement et simplement. Alors, on va continuer à dérouler le fil de ce numéro, justement sur la base de ces réponses, et on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que la contrefaçon ? Alors la contrefaçon, d'un point de vue purement juridique, c'est ce qu'on appelle toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Et après, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un droit de propriété intellectuelle ? Eh bien, si on devait essayer de caricaturer à l'extrême, les droits de propriété intellectuelle portent sur des objets, sur des créations de l'intellect, donc des créations humaines qui peuvent prendre des formes diverses et variées. Vous avez les inventions qui sont protégées par le droit des brevets. Vous avez les marques qui sont protégées par le droit des marques, les dessins et modèles qui protègent des créations ornementales mais plutôt appliquées, et ça c'est protégé par le droit des dessins et modèles. Et vous avez bien évidemment le droit d'auteur qui protège donc les œuvres de l'esprit qui doivent être envisagées au sens très large du terme. Donc quand on parle de contrefaçon au sens juridique du terme, c'est toute atteinte à ces droits qui portent sur des objets qui, encore une fois, résultent de la création. Alors, je ne sais pas si Stéphanie, vous souhaitez ajouter quelque chose. Moi, je vais faire de la publicité pour nos amis de l'Union des fabricants, parce qu'il faut savoir qu'à Paris, nous avons la chance d'avoir un musée de la contrefaçon. Donc, si vous voulez avoir un très grand nombre d'exemples de ce que peuvent être des contrefaçons, tous secteurs confondus, n'hésitez pas à y aller, c'est dans le 16e, rue de la Faisanderie. Exactement, au 16 rue de la Faisanderie, pour être encore plus précis. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, évidemment, et là on s'éloigne un tout petit peu du volet purement juridique, c'est que la contrefaçon, ça touche tout et tout le monde, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité sans exception, et donc ça touche tout le monde sans exception. Et on peut passer à la slide suivante, qui est une petite vidéo qui va résumer les choses. Alors, vous avez des sous-titres, on va vous laisser les lire. On est d'accord. On aurait préféré avoir du son. Pour quelle raison c'est un problème ? Déjà, c'est du vol. La contrefaçon, c'est voler le travail des artistes, des créateurs, des inventeurs et des marques. C'est illégal et surtout, ça met en danger les savoir-faire, les emplois, les recettes de l'État et donc l'économie du pays. Bref, tout le monde y perd. Imagine un créateur français qui lance sa marque de sneakers et qui voit ses modèles copiés en quelques semaines et vendus sur des sites douteux. Résultat, moins de ventes, moins de visibilité et parfois l'obligation de fermer boutique. Mais ce n'est pas tout. Ça peut être aussi dangereux pour toi. Une batterie issue du marché noir, ça peut surchauffer, exploser ou provoquer un incendie. Et si on parle de faux parfums ou de médicaments trafiqués, c'est carrément ta santé qui est en jeu. Pas ouf d'exposer ton corps à des produits dont tu ne connais ni la provenance ni les ingrédients. Par ailleurs, acheter des contrefaçons, c'est alimenter des réseaux clandestins qui peuvent aller jusqu'à financer des activités criminelles, voire du terrorisme. Et niveau justice, attention, posséder de la contrefaçon, c'est interdit. En plus de la confiscation du produit, tu risques une amende comprise entre 1 et 2 fois la valeur de l'objet authentique. La contrefaçon d'un sac à main estimé à 1 000 € peut donc entraîner une contravention allant jusqu'à 2 000 €. Dans certains cas, selon la quantité de marchandises saisies et leur nature, par exemple si elles sont dangereuses pour la santé, tu risques une peine de prison. Côté planète, ce n'est pas mieux. Les contrefaçons sont souvent faites avec des matériaux polluants qui ne respectent pas les normes obligatoires, dans des conditions pas très clean, et voyagent sur des milliers de kilomètres. Résultat, un vrai désastre écologique. Un t-shirt copié, produit en Asie, peut parcourir plus de 10 000 km avant d'arriver chez toi. Tout ça pour un vêtement qui pollue et ne tiendra même pas 3 lavages. Tu l'auras compris, les contrefaçons qui ont l'air de super bonnes affaires peuvent, en réalité et de plein de manières, te coûter très cher.
Alors, on n'est pas gratuitement anxiogène, hein. Il y a vraiment tout ce qui est expliqué dans cette vidéo est vrai. Il y a vraiment des tests qui ont été faits sur les produits. Il y a des cosmétiques où on a retrouvé de l'urine animale. Aucun produit de contrefaçon n'est fabriqué en respectant les normes sanitaires, les normes de sécurité. C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Et aussi avoir en tête que ça concerne tous les produits. Là, il y a beaucoup de choses qui concernent les vêtements. Les objets qu'on aime bien au quotidien, les téléphones portables, mais il faut vraiment avoir en tête que la contrefaçon concerne tous les produits. Les contrefacteurs savent très bien ce que nous aimons consommer, quel que soit l'endroit où nous vivons dans le monde, et vont le produire tout de suite pour satisfaire nos goûts, nos souhaits de consommation. Alors, ce qui est très intéressant dans cette vidéo et qui résume tout, en fait, toutes les problématiques en lien avec la contrefaçon, c'est qu'on part effectivement du micro, c'est-à-dire le créateur et les effets néfastes à l'endroit du créateur. Ensuite, il y a une approche plus macro. Et comme Stéphanie vient de le rappeler, tout ceci n'est pas inventé. L'idée n'est pas de culpabiliser les gens qui consomment de la contrefaçon. Loin s'en faut, c'est surtout essayer de responsabiliser le plus grand nombre. Alors, vous pourriez vous poser la question suivante, mais comment on fait? Pourquoi il y a autant de contrefaçons qui débarquent finalement devant nous? Là, vous avez un résumé. Évidemment, les plateformes en ligne sont des facilitateurs pour la contrefaçon. Alors, on pense bien évidemment et assez naturellement, et qui plus est au regard des polémiques assez récentes, à Temu, Chine, AliExpress, mais vous avez aussi des contrefaçons sur des plateformes comme Amazon, bien évidemment. Donc, c'est pas exclusif. Ensuite, ce qu'il faut savoir, et là, évidemment, vous allez vous dire, waouh, la France est quand même largement touchée. La France est le deuxième pays le plus touché par la contrefaçon. Donc, vous le voyez, en premier, les États-Unis, la France et l'Italie. Alors, pourquoi la France? En réalité, et là, il faut saluer le travail aussi de partenaires qui travaillent dans le domaine de la propriété intellectuelle, c'est les douanes. Pourquoi la France est le deuxième? Parce que les douanes font un travail assez exceptionnel de retenue et de saisie en douane qui permettent justement de sortir du marché ou avant que ça arrive sur le marché, donc les produits contrefaisants. S'il n'y avait pas un travail exceptionnel des douanes, eh bien, la France ne serait pas en deuxième position parce que finalement, on ne pourrait pas quantifier cette contrefaçon sur le territoire français. Plus de 20 millions de produits saisis par les douanes l'année dernière, plus de 3 millions de petits colis de fret express. Pour avoir été à Orly voir les douaniers avec les petits colis, c'est un travail incroyable, ça arrive sans cesse et ils arrivent à détecter, alors ils ne m'ont pas expliqué, mais comment et à chaque fois qu'ils saisissaient un colis, ils gagnaient à chaque fois. Alors passons à la slide suivante. Et là, c'est une conversation justement avec Valérie de la direction des douanes. Qui existe vraiment. Qui existe vraiment. Donc bonjour, j'ai commandé un maillot de foot en ligne, mais il n'est jamais arrivé. Comment ça se fait? Réponse, bonjour Mathieu. C'était cet été, non, en juillet. Alors ça va trop vite, attention. Tu l'avais acheté à quel prix? L'offre, c'était 2 tenues complètes pour 30 €. Ah oui, tu peux être sûr qu'il s'agissait de contrefaçon. Consulte les boutiques officielles des équipes de Ligue 1, tu verras des prix bien différents. Ok. Mais au fait, c'est quoi les douanes? Eh bien, les douanes, c'est le service de l'État dont la principale mission est le contrôle des marchandises qui entrent et qui circulent sur le territoire français. Et comment les douanes font-elles pour trouver ces 20 millions de maillots? Eh bien, il y a de nombreux agents qui sont postés dans les aéroports, aux frontières, au contrôle routier pour les péages d'autoroute, etc., etc. Donc, tout est mis en œuvre pour démanteler ces réseaux de contrefaçon. Et pourquoi on parle de réseau? Eh bien, parce que la contrefaçon, c'est un peu le bingo, quoi. C'est un peu le bingo lorsqu'on est un réseau criminel parce que ça rapporte gros avec un risque qui est quand même pas très élevé par rapport au trafic des personnes, au trafic des stupéfiants et j'en passe. Pourquoi ça ne coûte pas très cher? Produire des petits t-shirts comme ça, je ne sais où, des maillots de foot en l'occurrence, ça coûte pas cher. Le risque n'est pas très élevé parce que finalement, même si les produits sont susceptibles d'être saisis, est-ce qu'on est en capacité de démanteler l'ensemble du réseau et de remonter pour démanteler le réseau criminel? Là, les choses sont assez délicates. Et les sanctions de la contrefaçon ne correspondent pas nécessairement à celles qu'on rencontre pour les trafics de personnes ou pour les trafics
de stupéfiants. Donc c'est la raison pour laquelle c'est quelque chose qui coûte peu, qui peut rapporter gros. Et là aussi, hein, tout ceci est documenté. Vous pourriez vous dire, là, on cherche à culpabiliser. La contrefaçon, ça a financé des réseaux terroristes, en premier lieu, évidemment, Al-Qaïda, l'État islamique. Tout ceci est largement documenté et il n'y a pas de débat sur le sujet. On peut passer à la slide suivante. Alors, Stéphanie, je vous en prie. Bah là, oui, donc l'idée c'était aussi de vous donner quelques petits, de donner aux jeunes quelques petits conseils. Mais enfin bon, ça vaut aussi pour les parents, donc tout le monde, je pense, peut lire et écouter. C'est surtout sur Internet, comme on l'a dit, Internet a décuplé la capacité de diffuser de la contrefaçon avec tous les sites et toutes les groupes WhatsApp et les autres les plateformes sur Facebook et autres. Donc il y a quelques petits tips à avoir. Si on est un petit peu vigilant, si on regarde un petit peu, on peut se rendre compte que on peut sentir qu'on va peut-être pas faire une bonne affaire et qu'il va y avoir un problème. Ça passe par différentes choses. Donc on l'a déjà vu, le prix au début. Les bonnes affaires n'existent pas. Non, vous n'avez pas trouvé le super site super génial que personne n'avait vu où tout sera moins cher. Si le prix est vraiment trop bas, c'est qu'il y a un problème. C'est que très clairement, ça ne va pas être de l'authentique. Attention effectivement au site internet, on voit dans la manière dont les sites sont faits, par rapport aux fautes d'orthographe tout simplement, la manière dont le site est présenté, on peut vite se rendre compte qu'il peut y avoir un problème. Et puis voilà, alors ça a l'air un peu vite. Hop. Et effectivement, vous pouvez regarder, hein, moi je fais ça souvent sur Internet, je tombe sur des sites où il y a des produits qui me semblent intéressants et je regarde, il y a plusieurs sites qui vérifient la fiabilité de tous les sites de vente en ligne et parfois on comprend vite qu'il ne faut pas acheter sur ce site-là. Il faut vérifier le nom et l'URL. Enfin, il y a plein de petites astuces qui permettent quand même de se rendre compte qu'on va peut-être se faire avoir. Se faire avoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être recevoir le produit, alors il sera moins cher, mais il sera moins bonne qualité, mais peut-être aussi vous ne recevrez jamais le produit. Voilà, vous allez donner votre argent à je ne sais pas qui, mais vous ne recevrez rien. Oui, sur les sites, il y a un point qui est quand même assez essentiel. On peut descendre, pensez effectivement à vérifier que le site est sécurisé, donc avec le petit cadenas, avec le HTTPS qui permet effectivement d'identifier le fait que le site est sécurisé. Et en réalité, lorsque vous êtes sur un site avec potentiellement de bonnes affaires, au-delà effectivement de la vérification que vous-même vous pouvez opérer, allez vous renseigner et interroger. Un exemple tout bête, puisque ça peut participer effectivement d'une démarche contrefactrice, les faux billets. Les faux billets pour les concerts, par exemple. Quand vous avez des concerts qui sont pleins depuis plusieurs semaines et que, comme par hasard, vous avez un site qui propose des places disponibles, eh bien, allez vérifier auprès de l'opérateur économique qui vend les billets de manière officielle afin de savoir si effectivement c'est un site qui pourrait être problématique et vendre finalement des faux billets. Ça vous évitera non seulement de les acheter et si par extraordinaire vous les achetez, eh bien de vous pointer le jour J avec des billets qui ne vous permettront pas de rentrer dans la salle. Je crois que c'est arrivé récemment avec toute la folie autour d'une chanteuse canadienne qui va venir à partir du mois de septembre en France. Je ne vois pas de qui vous parlez. Et il y a des gens qui, je pense, ont acheté des billets mais ne verront pas la célèbre chanteuse canadienne. On peut passer à la slide suivante. Alors, là, le sujet qui est loin d'être anodin, est-ce que vous seriez en capacité d'identifier finalement les marchandises qui trompent le plus les ados? Et donc, parmi les propositions, donc vêtements, articles de sport, parfums, chaussures, maroquinerie et accessoires. Alors, on met quoi en première position? Monsieur, là-bas, monsieur, vous vouliez dire quelque chose? Les vêtements, ok, on met les vêtements en premier. Article de sport. Non, vêtements en premier. Article de sport. Voilà. En deuxième, on met quoi? Non. Deuxième. Maroquinerie en 2. Ensuite en 3.
chaussures en 3. Et enfin, article de sport, parfum, on laisse comme ça? On laisse comme ça. Allez, on valide le classement. Et donc, en réalité, voilà, premier article de sport, 45%. Bon, je pense qu'on peut trouver une raison assez simple à ces chiffres. Les maillots de foot. Les maillots de foot qui sont quand même en première ligne et qui plus est lorsque vous avez une Coupe du Monde, comme c'est le cas actuellement. Ensuite, les vêtements, maroquinerie, accessoires, chaussures et enfin parfums. Voilà, des statistiques qui vous montrent encore une fois que tous les secteurs d'activité effectivement peuvent être touchés. On peut passer à la slide suivante. Alors la slide suivante revient sur les acteurs qui ont contribué à ce numéro spécial de Phosphore. En fait, moi, si vous me le permettez, je souhaiterais revenir sur un point qui a été développé et qu'on n'a pas redéveloppé ensuite, c'est la question environnementale. C'est quand même un sujet d'importance, qui plus est lorsqu'on voit la canicule qui est la nôtre actuellement. La question environnementale est un réel sujet. Ça a été développé de manière assez précise dans la vidéo. La contrefaçon, c'est un problème au début et à la fin. Pourquoi? Parce que, évidemment, ces produits, on ne sait où, ces produits avec des produits qui sont a priori extrêmement polluants. N'oublions pas non plus la manière dont ça peut être produit, donc qui va effectivement être derrière la fabrication. Ensuite, il va falloir l'exporter ou l'importer en fonction de la perspective et de l'endroit où vous vous situez. Ça entraîne évidemment un bilan carbone qui est énorme. Et ensuite, et ça on en parle peu, c'est la question de la destruction. Parce que les produits, effectivement, quand ils sont saisis, ils sont confisqués, ils sont retirés du marché, ils sont détruits. Et la destruction, c'est un sujet aussi environnemental, qui plus est si la destruction prend la forme, voilà, on brûle en fait les marchandises en question à ciel ouvert ou pas. Donc c'est vraiment un sujet environnemental et il faut le saisir au-delà des problèmes qu'on a déjà évoqués. Donc pour les créateurs, c'est une perte sèche, pour l'État, c'est une perte sèche, pour la santé aussi, et évidemment l'environnement. Et donc on peut peut-être de nouveau dire un mot sur les acteurs, peut-être de nouveau sur l'INPI. Donc l'INPI, qui est donc l'Institut national de la propriété industrielle, dont les missions sont premièrement de délivrer les titres de propriété industrielle, brevets, marques, dessins et modèles, d'enregistrer les formalités d'entreprise, d'homologuer les savoir-faire français, d'élaborer le droit dans les domaines de la propriété intellectuelle. On représente aussi la France dans les instances internationales et on fait beaucoup de formations, de sensibilisation. On sensibilise alors sur la contrefaçon, on sensibilise l'ensemble des consommateurs. On sensibilise aussi les PME pour leur rappeler que la propriété intellectuelle existe, elle est utile. Il faut avoir des titres de propriété intellectuelle, une stratégie. Que la contrefaçon est partout, comme on l'a dit tout à l'heure, et que donc ils doivent être très vigilants par rapport à leur propre production. Donc on essaye de parler à tout le monde tout au long de l'année comme on le peut et vraiment de rappeler que c'est un vrai problème. Et je vais donner un dernier exemple très concret par rapport à tout ce qu'on vous a dit là sur la contrefaçon. Vous regardez dans la presse, pas plus tard qu'hier, il y a eu une destruction à Marseille. Il y a eu un marché qui a été fermé au début de l'année, le marché du Soleil, où l'ensemble des magasins vendaient de la contrefaçon. Tout a été fermé et il y a eu une destruction hier que vous pouvez retrouver sur les sites internet d'information. Et pour le CEPI, donc, c'est une composante de l'Université de Strasbourg, donc un centre de formation et de recherche qui est dédié exclusivement à la propriété intellectuelle. Donc c'est un centre unique en France puisqu'il n'y a pas d'équivalent. Et donc on travaille bien évidemment sur les problématiques de contrefaçon. Alors centre de formation en propriété intellectuelle, ça veut dire qu'initialement on s'oriente évidemment pour des formations spécialisantes, donc afin de former les futurs experts de la propriété intellectuelle. Mais dans le cadre de notre mission, puisqu'on parle d'université, donc il y a cité dans l'université, il y a cette nécessité d'aller au-delà des murs de l'université pour sensibiliser le plus grand monde à la propriété intellectuelle et aux méfaits de la contrefaçon. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, bien évidemment, nous serons ravis d'y répondre. N'hésitez pas à aller consulter ce magazine, n'hésitez pas à le faire lire à tous les adolescents que vous avez autour de vous et même à leurs parents. Merci. Merci beaucoup.